Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Monsieur Imo. Aujourd'hui nous allons recevoir Mathieu. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Monsieur Imo pour partager votre expertise. Vous êtes gérant d'une entreprise de jardin dans le Brabant wallon, un secteur qui joue un rôle clé dans la valorisation des biens immobiliers. Ensemble, nous allons explorer votre parcours, les réalités de votre métier et vos conseils pour embellir les extérieurs, notamment en ce début d'année. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine du jardinage ? Alors je suis arrivé dans le domaine du jardinage tout à fait par hasard, il y a maintenant plus ou moins 15 ans. À l'époque, je gérais un établissement sur Waterloo, un établissement de nuit. Et voilà, la journée, je m'embêtais un petit peu, j'ai toujours été un peu hyperactif. Et donc, quelqu'un de la famille était élagueur et m'a proposé gentiment d'aller l'aider. Et j'y ai pris goût, et en sachant à gauche, à droite que je travaillais un petit peu dans les jardins, j'ai commencé à avoir quelques demandes. Et donc, j'ai commencé simplement comme ça. Et puis, j'ai remis mon établissement, et là, j'ai décidé de voir les choses de manière plus professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a motivé à lancer votre propre entreprise dans ce secteur ? Est-ce que c'est le goût de travailler en extérieur ? Est-ce que c'est les jardins en général ? Alors, la première chose qui m'a motivé vraiment à lancer l'entreprise, c'est déjà la demande des amis, des premiers clients, des choses comme ça. C'est toujours motivant de voir que vous vous plaisez bien dans quelque chose et qu'en plus, vous avez une demande derrière. Et puis oui, le goût d'être dehors, d'être libre. Moi, je ne sais pas rester toute une journée derrière un ordinateur ou enfermé dans une pièce. Et donc, ce sentiment de liberté, je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné goût au jardinage. Quelles sont les différentes missions et différents services qu'on peut retrouver, je veux dire, si on fait appel à vous ? Alors, les services sont très très larges, étant donné que beaucoup, je pense, de personnes pensent qu'un jardinier, c'est la personne qui vient tondre, qui taille les haies, qui se limite un petit peu aux espaces verts, vraiment. Or, notre métier, c'est un peu comme un entrepreneur général, sauf que nous, on est l'entrepreneur extérieur. Et donc, la mission du jardinier aujourd'hui, c'est aussi bien d'entretenir votre jardin, mais également de créer votre terrasse, votre parking. Il y a des jardiniers qui font des piscines, on fait des murs, on amène un peu d'électricité. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'entrepreneur général, mais des parties extérieures de votre maison. J'entends bien, donc vous êtes très motivé à l'idée de lancer cette entreprise, mais j'imagine qu'il y a également les premières difficultés qui arrivent. Comment les avez-vous surmontées au départ, il y a 15 ans ? Alors, je pense que la première difficulté, comme tout le monde, c'est les finances. Quand on se lance dans un projet, on a toujours peur du lendemain, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas s'assumer financièrement. Et puis, quand on lance aussi une entreprise, il y a les coûts de base. Le métier de jardinier demande quand même beaucoup de dépenses dès le départ, parce que justement, pour pouvoir répondre à la demande des clients, on doit investir dans un tas de matériaux différents. Et voilà, je pense que ça, c'est peut-être la première difficulté. La deuxième, c'est aussi de se faire connaître dans un domaine où on n'est pas les seuls. Moi, dans le Brabant wallon, j'ai beaucoup de concurrence. Et donc, il faut pouvoir se montrer, se différencier des autres et créer sa place petit à petit. Ok, maintenant, j'imagine qu'il y a des nouvelles difficultés. Après le Covid, il y a les matériaux qui ont augmenté. Oui, exactement. Alors pendant le Covid, ça a été pour nous 2 années, je dirais, exceptionnelles, parce que justement, les gens ne partaient plus en vacances, les gens se sont reconcentrés dans leur maison, les gens ont créé des piscines, les gens ont investi en extérieur, mais en intérieur aussi. Il y a plein d'entreprises qui se sont lancées pendant le Covid, parce qu'on était un métier où on avait le droit de travailler, comparé à d'autres, et où tout le monde octroyait vraiment ses finances dans leurs biens. Alors par contre, on a eu le revers de la médaille après le Covid, c'est qu'on a eu une inflation énorme.
que ça soit au niveau des matériaux. Il y a des matériaux qui ont pris plus de 30% d'augmentation. Le coût du personnel a aussi augmenté après le Covid. Et donc, on s'est retrouvé, je dirais, 2022 dans une année assez compliquée, parce que parfois on remet des devis 6 mois, 1 an à l'avance, et qu'on ne sait pas toujours répercuter cette augmentation de prix au moment où on va exécuter le travail. Et là, ça a été une mission plus compliquée, parce que comme on le sait, ça augmente, mais ça ne diminue jamais. Quelles sont les compétences pour être un bon jardinier, justement ? Alors, moi, le profil type, quand j'engage quelqu'un dans mon entreprise, je n'ai pas besoin d'avoir de diplôme. Je pense qu'avant tout, c'est une motivation. Être motivé à travailler dehors, avec un climat belge, qui n'est pas toujours facile. La pluie, le vent. Oui, exactement. Je pense que psychologiquement parlant, c'est parfois compliqué. Vous vous levez le matin, vous ouvrez vos rideaux, vous voyez qui douche, vous vous dites je dois aller travailler. Même moi, je ne suis pas motivé d'y aller. Et pourtant, on doit y aller. Donc je pense qu'avant tout, être jardinier, c'est être motivé. Motivé par son travail, par sa mission qu'on va devoir effectuer la journée. Et bien entendu, pouvoir mettre à bien l'exécution du travail dans les normes, etc. Une journée type d'un jardinier ? Alors une journée type chez moi, c'est on démarre à 7h30 du matin, on se rend chez le client, on essaye toujours d'être chez le client pour 8h maximum, qu'il soit proche ou plus loin. Souvent le matin, on est plus motivé que l'après-midi, hein, c'est marrant, mais on est toujours, on fait plus d'efforts en matinée, etc. On termine les journées vers 15h30, 16h. Voilà, alors les journées sont très variées puisqu'on a un métier très très varié. Mais donc voilà, chez moi les ouvriers, ça se passe comme ça, ils ont une demi-heure de pause. Voilà, par contre, après la journée des ouvriers, moi j'ai encore un tas de travail à faire. Parfois il faut aller chez l'un ou l'autre fournisseur, remplir une camionnette, vérifier que l'ouvrier ait tout son matériel pour le lendemain. Donc voilà, il y a des journées plus courtes, plus longues. Vous nous parliez tout à l'heure de la concurrence qui est très forte dans le Brabant wallon, mais j'imagine qu'elle est très forte partout. Qu'est-ce qui va vous distinguer justement de cette concurrence ? Alors oui, la concurrence est très forte. Premièrement, elle est forte parce que le métier de jardinier n'est pas un métier protégé. Donc c'est un métier ouvert à tout le monde. Alors moi, après 15 ans, effectivement, parfois on se dit il serait temps de le protéger. Après, s'il avait été protégé, j'aurais pas pu l'exercer. Puisque moi, j'ai été autodidacte, j'ai appris mon métier en travaillant d'abord en collaboration avec d'autres jardiniers pendant quelques années, avant vraiment de me dire je me lance à 100% seul, j'engage un premier ouvrier, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça ferme des portes, mais ça ouvre des portes également. Voilà, je dirais que pour moi ça c'est la plus grande chose, c'est qu'il y a beaucoup de jardiniers qui se lancent dans le métier sans rien connaître, mais qui vous prennent quand même une grande part du marché, parce qu'ils cassent les prix, parce qu'ils n'ont pas le même investissement que vous, ils n'ont pas d'ouvriers, et des choses comme ça. Et c'est là qu'est la difficulté dans notre métier, c'est de pouvoir trouver le bon rapport qualité-prix, par rapport aux frais qu'on a dans notre entreprise. Alors maintenant, se différencier comparé à un autre, voilà, je pense que chacun a un peu sa spécificité. Je dirais que moi, dans mon entreprise, on fait énormément de terrasses, de parking, on travaille beaucoup le béton. C'est une grande part de l'agenda de l'année. Maintenant, il y a des entrepreneurs qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est plantation, d'autres qui vont être plus spécialisés dans tout ce qui est clôture, d'autres qui sont très généralistes. Voilà, moi, je garde une entreprise assez généraliste, mais il est vrai que je dirais que la moitié de l'année est consacrée à la création de terrasses, de parking et d'allées. J'imagine que le client va également regarder ce que vous avez déjà fait avant, via un portfolio par exemple. Quel est l'aménagement paysager qui vous rend le plus fier à l'heure actuelle ? Alors oui, j'attire une grande importance sur les réseaux sociaux, sur mon site internet.
mon web designer parfois se mord les doigts quand je lui demande certaines choses. Mais je trouve ça important que pour tout type d'entreprise, effectivement, on prend un minimum de renseignements avant et ça engage aussi vis-à-vis du client une certaine confiance. Quand vous avez des choses mises à jour régulièrement, de belles photos, un beau site internet, ça invite à aller voir plus loin. Alors maintenant, dans ce qui me rend le plus fier, je dirais, j'ai eu l'occasion de travailler dans quelques endroits un peu plus prestigieux, comme au château de la Hulpe où on a réalisé une pelouse, comme au château de Bercel où on a fait une terrasse en bois. Voilà, des endroits comme ça où c'est vrai que c'est gai de travailler dans des endroits plus prestigieux. Ça change un petit peu de la routine de la maison unifamiliale. Comment répondez-vous aux attentes de clients ayant des budgets très serrés ou des exigences très spécifiques ? Alors moi je suis ouvert à tout. Maintenant on a des limites, bien entendu, et souvent les gens nous demandent deux choses. Le prix, et quand on fait de l'aménagement plutôt floral, ils veulent des choses qui demandent peu d'entretien. Maintenant on a nos limites. On ne sait pas travailler pour rien et la vie coûte cher. Donc dès qu'on démarre un chantier, surtout en création, il y a un tas de petits facteurs à prendre en compte et qui fait vite monter le prix. Donc voilà, on essaye d'être au prix du marché simplement, mais en prenant nos précautions. Selon vous, pourquoi est-ce qu'un jardin bien entretenu est-il crucial pour la revente d'un bien immobilier ? Pour moi, c'est super important et j'ai pas mal de fois remis au goût du jour des jardins ou tout simplement un grand entretien. Parce que quand vous allez acheter une maison, la première chose que vous voyez, c'est les extérieurs. Alors, c'est aussi bien la façade de la maison que sa toiture, bien entendu, mais c'est avant tout ses extérieurs. Donc, ça vous invite à rentrer dans la maison. Donc, je pense que si on veut vendre un bien ou le mettre à louer, c'est important que les extérieurs soient bien entretenus. Parce que si votre parking il est défoncé, vous savez que ça va vous engendrer des frais lors de l'achat. Que s'il est en bon état, ça invite vraiment l'acheteur à aller voir plus loin, à rentrer dans le bien avec le sourire et de ne pas se dire « Oula, où est-ce que je suis arrivé ici ? La maison est trop cachée, ça manque de lumière, je vais déjà devoir investir autant dans les extérieurs. » Donc pour moi, voilà, on ne demande pas d'avoir un jardin impeccable, bien entendu, mais on demande d'avoir des extérieurs entretenus. Et justement, quel élément un acheteur potentiel remarque en premier lieu dans un jardin ? Le parking ? Je pense que tout ce qui va être statique, donc parking, terrasse, les allées, donc des choses qui coûtent s'il faut les refaire. L'entretien, je pense, des haies, ça peut effrayer des gens d'avoir des haies trop hautes, mal entretenues, parce qu'ils ne s'en sentent pas capables de le faire et qu'ils n'ont pas les finances spécialement pour payer un jardinier après. Donc je pense que pour moi, ça c'est les éléments les plus importants. Tout ce qui est également clôture. Beaucoup de gens, et typiquement en Brabant Wallon, veulent se sentir chez eux, veulent un petit peu se cacher des voisins, mais pensent également aux animaux. Vous arrivez, vous êtes acheteur, vous avez un chien, la personne avant n'en avait pas, vous devez penser à clôturer votre jardin. Quand vous avez des clôtures, quand vous avez des arbustes et compagnie, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et donc je pense que ça, c'est des petits éléments à tenir en compte lors d'un achat. Alors je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu également que vous travaillez de temps en temps pour des promoteurs immobiliers pour créer les jardins. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Qu'est-ce qui différencie justement la préparation d'une maison pour la vente d'un promoteur avec une maison déjà existante qui a déjà un vécu ? Alors, le travail en soi reste le même. Je dirais que la grande différence, c'est qu'un promoteur va déjà vous fournir premièrement des plans. Donc, il n'y a pas toute la partie préparation à faire. Le promoteur va travailler avec un ou une architecte et donc vous fournir tous les métrés nécessaires, va bien souvent également vous fournir un tableau avec même le nombre de mètres cubes, le nombre de mètres linéaires, etc., de matériaux à apporter.
Et puis le promoteur, ça va surtout être la rentabilité. Donc on va se retrouver sur des gros sites où au lieu de livrer quelques tonnes à la fois, on peut livrer des semi-remorques en une traite et donc pouvoir faire plusieurs maisons en même temps. On a plus de place. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est mieux de travailler pour l'un ou pour l'autre, que du contraire. Le promoteur va avoir tendance à un peu rabaisser les prix, mais on va avoir un confort au niveau de la place plus important. On va travailler de manière différente pour créer les extérieurs. Alors, est-ce que le jardin, c'est un peu comme la mode ? Est-ce qu'il y a des tendances, je veux dire, actuelles pour les aménagements extérieurs ? Alors oui, il y a des tendances. Alors ce n'est pas comme la mode où ça change tous les 6 mois ou toutes les années, mais je pense oui, il y a des tendances. À l'époque, on retrouvait dans tous les jardins des rosiers, on retrouvait beaucoup de sapins, de conifères, des haies de conifères, pardon. On va retrouver certaines plantes, même la couleur des revêtements. À l'époque, on était peut-être plutôt dans les rouges, terracotta, des choses comme ça, que maintenant les jardins sont peut-être un peu plus épurés. On va plutôt travailler le graminé, les plantes vivaces. En termes de haies, on va plutôt être sur du hêtre ou du charme. Voilà. Après, il y a également les exigences des communes. Il faut savoir qu'on ne fait pas un jardin toujours comme on en a envie de le faire. Il y a des communes qui imposent des choses pour le jardin en termes de clôture, en termes de plantation, et que donc on est obligé de respecter le règlement communal. D'accord. Et donc ça, le client doit d'abord aller se renseigner au niveau de l'urbanisme ? La plupart des communes travaillent de la même manière, mais il y a des communes beaucoup plus exigeantes. Je prends le cas de la commune de Lannes dans le Brabant wallon, qui par exemple en termes de clôture va vous obliger de mettre des clôtures où les petits nuisibles puissent passer. Un hérisson, des choses comme ça. Voilà. Tout ce qui est conifère, tout ce qui est plant de laurier, c'est banni dans ce genre de commune. Voilà. Alors, ils ont tort ou ils ont raison. Voilà, moi je fais en fonction d'eux. Maintenant, effectivement, c'est au client de se renseigner. 90% du temps, c'est toujours la même chose. Mais voilà, chaque client prend les informations dans sa propre commune. Quelques conseils pour les auditeurs. Justement, quels conseils donneriez-vous pour préparer un jardin à l'arrivée du printemps ? Alors, à l'arrivée du printemps, déjà, il y a toute la partie donc, à faire pendant l'hiver. L'hiver, c'est la meilleure période pour tout ce qui va être plantation d'arbres et arbustes en motte ou racines nues. Donc en général, après les vacances d'automne, vers la mi-novembre, on peut commencer à planter tout ce qui est grand sujet. Pourquoi ? Parce que la sève est redescendue au niveau des branches et le sol est très meuble. Donc ça, c'est la première chose. Il va y avoir tout ce qui est ramassage des feuilles, certaines plantes à tailler pour l'hiver, certaines plantes à protéger également pour l'hiver. Et alors, une fois l'hiver passé, au printemps, avant l'arrivée des beaux jours, on va dire vers le mois de mars, on va avoir tout ce qui est graminé à tailler, tout ce qui est hortensia à tailler. Voilà, on sort un petit peu du gel, on a les premiers bourgeons qui se développent, on a les premiers rayons du soleil qui réapparaissent, etc. Et donc c'est le moment de redonner un dernier coup de fin de saison, fin d'hiver dans les jardins. C'est important le soufflage des feuilles aussi pour ne pas étouffer vos pelouses. Voilà, des choses comme ça. Moi, j'apporte également chez mes clients souvent un apport de vitamines, d'engrais. C'est important de redonner un coup de boost au niveau de vos plantations et surtout de votre gazon. Voilà, si vous faites ces petites choses, logiquement, vous démarrez la saison correctement. Justement, on parle de saison. Comment gérez-vous les imprévus liés aux conditions climatiques, donc à la Belge, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent justement perturber vos projets ? Alors, c'est très compliqué. En Belgique, il n'y a plus de saison. Oui, l'hiver, il fait un peu plus froid, mais on n'a plus de grandes périodes de gel, on n'a plus de grandes périodes de neige. Par contre, on a de plus en plus de pluie. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile. Tous les matins, il faut voir comment est-ce qu'on va refaire sa journée, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ici, dernièrement, j'ai dû arrêter un chantier parce que le fait de disquer, les plombs de la maison sautaient, tout simplement. Il y a des fois, on ne sait pas accéder avec nos machines dans
dans le jardin ou autour de l'habitation, parce qu'on s'enfonce dans le sol. Alors on a beau mettre en place des plaques de roulage pour protéger le sol, des tonnelles et tout ça, bon, tout n'est pas toujours possible. Et aussi, on reste des humains, on n'est pas des machines. Donc c'est vrai que c'est une remise en question journalière, que ça soit l'été ou l'hiver. La Belgique, au niveau climat, c'est compliqué. Pour ceux qui souhaitent entretenir leur jardin eux-mêmes, quels conseils de base donneriez-vous et quels outils, doivent-ils avoir pour commencer ? Alors, je pense que les outils de base restent une tondeuse, alors qu'elle soit une tondeuse où vous tondez vous-même ou une tondeuse robot, une petite débroussailleuse coupe-bordure pour faire vos bords, et un taille-haie et un souffleur. Ça, je pense que pour moi, ce sont des investissements de base. Ce sont des investissements qui ne sont pas toujours si coûteux non plus. Il y a tous les prix dans toutes les marques. Voilà. Alors, pour moi, la base d'un jardin, c'est avant tout un entretien régulier. Beaucoup de gens ont tendance à négliger un petit peu leur tonte, par exemple, de pelouse. Et mince, c'est trop haut, je vais tondre parce que papy, mamie viennent ce dimanche à la maison. Mince, le samedi il pleut, je sais pas tondre, comment je vais faire ? Et c'est comme ça que vous mettez votre jardin en mauvais état. C'est avant tout un entretien régulier. C'est comme une voiture, où on dit tous les ans il faut aller chez le garagiste. Le jardin c'est pareil. Si vous tondez tous les 15 jours votre pelouse, si vous taillez vos haies 2 fois par an, vous apportez un peu d'engrais en début de saison, en fin de saison, je pense que c'est la base. Et vous garderez toujours quelque chose de propre, net toute l'année. Après 15 ans de début d'activité, j'imagine que vous avez des objectifs pour faire évoluer votre entreprise dans les années à venir. Quelles sont-elles ? Alors, j'ai pas tellement d'objectifs. Mon entreprise a démarré de rien. Je suis monté jusqu'à 5-6 ouvriers, plus des sous-traitants, pour maintenant un petit peu redescendre la courbe. Voilà. J'ai peut-être plus envie de me spécifier dans tel ou tel domaine, d'arrêter un peu plus la partie gros œuvre, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, on reste dans des années après Covid qui sont un peu compliquées. Donc je pense ici que pendant encore 1 an ou 2, ça va stagner. On va rester un peu une entreprise type. Voir comment la conjoncture économique se porte en Belgique pour pouvoir prendre des bons choix. Mais je pense que avec l'expérience, avec l'âge aussi, chaque année, on a un peu plus mal au dos, on a un peu moins l'envie. Je pense qu'à un moment, on décide plus de s'orienter vers un des secteurs du monde du jardinage. Allez, une dernière question. Avez-vous une anecdote ou un souvenir marquant à partager avec les auditeurs qui reflètent votre passion pour les jardins ? Alors, c'est pas tellement des anecdotes, mais il est vrai que parfois, on vous envoie un petit mail pour vous dire « Tiens, vous savez venir me faire une offre pour mon jardin, par exemple pour un entretien ». Et vous arrivez là et tout est picobello. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que le client attend de moi ? Parce que le jardinier d'avant, il a très bien fait son travail. Personnellement, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, on peut aussi avoir des clients qui vous posent des questions dont vous ne savez pas répondre. Et vous voyez en fait que la personne devant vous, elle s'y connaît mieux que vous. On n'est pas une encyclopédie, on ne sait pas tout sur tout. Moi, personnellement, j'apprends encore tous les jours. Notamment beaucoup en botanique, dans tous les noms de plantes, la manière de les soigner, les maladies, etc. On en apprend tous les jours parce que tous les jours on voit des nouvelles choses et tous les jours on a des nouvelles questions. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu délicat de ne pas savoir répondre à un client. Maintenant, je peux lui répondre en prenant mes propres informations. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a vraiment là-dedans aussi des clients qui sont passionnés par leur jardin, qui octroient beaucoup de temps dans leur jardin et que voilà, ils font appel à vous pour des choses peut-être plus lourdes que eux ne savent plus faire, mais qu'ils ont une passion dingue pour certaines fleurs et ça c'est gai quoi, parce qu'on peut rentrer dans des conversations super intéressantes. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cet échange. Vos conseils pratiques et votre passion pour les jardins apportent une vraie valeur ajoutée à nos auditeurs. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et espérons que nos auditeurs sauront tirer le meilleur parti de vos recommandations pour leurs espaces extérieurs.
On va mettre le lien dans les commentaires, le lien de votre site internet, ainsi que votre numéro de téléphone. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à commenter celui-ci, à mettre 5 étoiles sur Spotify et un j'aime sur YouTube. C'était Monsieur Imo et à bientôt. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.